Bonjour à tous, donc bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, on va parler du Portugal et notamment ce qu'il faut savoir avant de s'expatrier au Portugal. Et je vous rappelle que le cabinet CBA est spécialisé en expatriation fiscale et donc nous avons l'habitude d'accompagner des clients qui partent, on va dire, quasiment dans le monde entier. On doit avoir à peu près une trentaine de destinations. Ça va du Brésil, l'Australie, les États-Unis. Et donc aujourd'hui, on parle du Portugal. Alors pourquoi le Portugal? Parce que, premier élément, on a la fin du régime RNH qui a été annoncé et qui devrait donc être supprimé à compter du 1er janvier prochain. Le régime RNH réside et est fondé sur deux sujets. Premier point, une exonération sur les revenus de sources étrangères. C'est-à-dire que tous les revenus dont la source est étrangère au Portugal n'ont pas d'imposition, à l'exception des retraites, puisqu'en 2020, on a eu une première modification du régime RNH et les retraites sont taxées à 10%. Et puis, autre élément, le régime de faveur sur les revenus de source portugaise qui sont plafonnés à 20%. Alors, il y a certaines définitions, certaines activités, postes, on appelle ça à haute valeur ajoutée, notamment dans la réglementation portugaise. Autant dire que depuis que le régime existe depuis 2009, on a toujours réussi avec nos correspondants à faire passer les activités que l'on souhaitait parce que c'est entendu de manière plutôt large. Donc, c'est un régime plutôt intéressant qui a été créé en 2009 après la crise financière de 2008 et les difficultés rencontrées par le Portugal. Aujourd'hui, il est mis fin au régime, on nous indique, parce que on aurait une hausse trop importante de l'immobilier. Alors, on va voir que le sujet, il va être quand même totalement différent après le 1er janvier 2024. Donc, premier principe, soit vous bénéficiez déjà du régime RNH, vous êtes déjà parti ou vous êtes en train de partir, et donc, votre durée de 10 ans va perdurer. L'exonération qui dure 10 ans va perdurer. Si votre dossier a été accepté, on va dire, en février 2023, ben, vous irez jusqu'en février 2033. Ça ne met pas fin au régime antérieur. Maintenant, la question, et on a nous un certain nombre de demandes aujourd'hui qui nous arrivent sur des personnes qui souhaitent partir. Alors, en droit, il suffit de déposer un dossier avant le 31 décembre. Mais chaque pays ayant ses lenteurs administratives, nous, on explique à nos clients qu'il ne faut pas se contenter d'arriver au 31 décembre parce que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux formalités préalables nécessaires, c'est l'obtention d'un numéro fiscal et de ce qu'on appelle au Portugal le CRU, c'est-à-dire une inscription à la mairie du lieu où vous allez résider. Et grosso modo, on sait qu'on va avoir un délai incompressible de 15 jours, 3 semaines pour pouvoir faire ces formalités. Car ce n'est qu'à partir du moment où ces formalités seront réalisées que vous pouvez déposer votre dossier de demande du régime NRH. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir déposé votre dossier avant le 31 décembre. La gestion du dossier met en moyenne entre 1 et 2 mois, et ce n'est pas grave si vous allez dépasser sur 2024 parce que on revient à la date de dépôt du dossier. Donc, pour ceux qui sont déjà partis, qui bénéficient du régime, pas de difficulté. Pour ceux qui souhaitent partir, ne vous réveillez pas le 31 décembre. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va revenir, alors, sauf surprise, nous allons revenir à la fiscalité portugaise. Et là, la situation va être quand même totalement différente. D'abord parce que on va taxer les revenus de sources étrangères en application des conventions fiscales et on va avoir le barème d'imposition portugais qui va s'appliquer
dès le transfert de résidence fiscale. Or, et c'est là où on voit tout l'intérêt du 20%, on a un mécanisme un tout petit peu compliqué au Portugal, mais honnêtement, chaque pays a ses complexités, qui va de 14,5%, c'est-à-dire avec le minimum de 7 479 euros, et donc on sera taxé à 14,5% et jusqu'à 48% d'imposition sur le revenu de plus de 80 000 euros. Alors, pour bien comprendre, je vous ai mis le barème de l'impôt sur le revenu en France. Vous vous rendez compte que vous commencez à payer de l'impôt quasiment au-dessus de 10 000 euros, sachant qu'on a un abattement de 10%, ça va nous mettre plutôt proche des 12 000 euros, ou au Portugal, il commence à 7 400 euros. Mais surtout, c'est sur les tranches plus élevées. On est rapidement à une imposition à 48%. Il faut savoir qu'en France, le 41% commence à 78 000 euros, donc on a déjà 7% d'écart. Et puis surtout, le 45% qui est notre taux le plus élevé, lui, commence à 168 000 euros. Alors, c'est pas surprenant parce que on a un petit côté schizophrène en France en se disant nous payons le plus d'impôts. Alors, oui, nous payons le plus d'impôts, mais il faut savoir ce qui coûte cher en France. Ce n'est pas le barème de l'impôt sur le revenu qui nous pose un problème. D'ailleurs, il est relativement peu appliqué et payé quand on voit le nombre de Français. C'est plutôt le fait de rajouter des contributions sociales dessus. Et effectivement, en Europe, on a un taux qui est hyper concurrentiel parce qu'on est des tranches très larges et avec un plafonnement à 45%. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir la contribution sur les hauts revenus qui vient se rajouter, mais en tout état de cause, quand on a une rémunération, on va dire, inférieure à 100 000 euros, sachant qu'on a un abattement de 10%, on va se trouver dans une situation quand même nettement plus favorable qu'au Portugal. Donc, régime RNH, oui, allez-y, avant le 31 décembre, mais pas en se réveillant au 31 décembre, et puis voir les autres aspects à côté. Alors, du coup, on va revenir à notre processus de départ, qui est de dire, premièrement, quelles sont les modalités de mon départ de France? Est-ce que c'est un départ définitif ou je conserve des attaches en France? Et notamment, depuis le Covid, on voit le sujet apparaître, c'est-à-dire, on a une activité professionnelle en France. Typiquement, moi, j'ai des clients qui sont à présent au Portugal et qui restent salariés de sociétés françaises, où j'ai un patrimoine en France où je partage mon temps entre les deux. Donc, tout ça, ça va permettre à l'avocat fiscaliste que je suis d'analyser si on assiste à un transfert ou un changement de résidence fiscale. Le point essentiel de l'analyse lorsqu'on quitte un pays, c'est pas de connaître la nationalité de la personne pour savoir si elle va payer ou pas des impôts, c'est de connaître est-ce qu'elle va rentrer dans les critères de la résidence fiscale du pays. Donc, la résidence fiscale, c'est l'élément principal de la réflexion en fiscalité internationale. Donc, on analyse les modalités pour pouvoir dire, est-ce que je reste résident fiscal français ou est-ce que je deviens résident fiscal portugais? Alors, ce sera souvent le cas, hein. Puis en plus, on a une convention relativement facile d'application avec le Portugal. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse, on va aller regarder à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à des retraités ou à des actifs avec des enfants ou sans enfants? Là encore, on va avoir une analyse à faire. La résidence fiscale ressort pas de la même manière selon qu'on soit avec des enfants qui sont scolarisés au Portugal ou que l'on soit avec des personnes retraitées. Derrière, on va analyser les différentes incidences en France. Et notamment, moi, je demande à mes clients de me dire qu'est-ce qu'ils vont conserver comme imposition de source française. Est-ce qu'on conserve des salaires, des retraites publiques?
parce qu'on sait que les retraites privées ne sont imposables que dans l'état de résidence, donc par définition au Portugal, les revenus fonciers de biens immobiliers, donc français, les cessions de titres de sociétés françaises ou même la crypto-monnaie. Donc tout ça, on va l'analyser. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le non-résident fiscal français, qui a des revenus de source française, est plus imposé que le résident fiscal français qui réside en France. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît le principe du quotient familial et de l'imposition au niveau de la famille. Lorsqu'on a des revenus de source française et qu'on est non-résident, on enlève ça. On ne tient plus compte de ça. Il y a une imposition au regard du montant de revenus au niveau de chaque personne. Donc le salaire, on va avoir un barème propre à la personne qui va être imposable. Alors une tranche à 0%, une tranche à 12% et ainsi de suite. Sur les revenus fonciers, contrairement aux revenus fonciers de source française, on va être imposé dès le premier euro à 20%. Et au-dessus de 26 000 euros, on va passer à 30%. Attention, les contributions sociales, puisque vous êtes dans le cadre de l'Union européenne, les contributions sociales pourront vous être demandées si vous ne dépendez pas d'un régime de sécurité sociale au Portugal et donc si vous ne cotisez pas au Portugal. Donc ça veut dire que votre imposition sur les revenus fonciers va passer de 20 à 37,2%. Donc ça, c'est autant d'éléments qu'il faut analyser avant de partir. Se dire, OK, je vais vivre au Portugal, mais qu'est-ce qui me reste en France et quelle sera mon imposition? Elle sera plus du tout calculée de la même manière. Et ça, c'est important de le comprendre. Alors, ce n'est pas propre au Portugal, hein. La convention fiscale donne des éléments de repère, mais c'est souvent des éléments qui sont propres à tous nos résidents. Sachant que, en termes de non-résidents, on a l'habitude de distinguer les non-résidents qui résident au sein de l'Union, qui ont un régime privilégié. Par exemple, on vient le voir au niveau de l'application des contributions sociales sur le revenu foncier, et des non-résidents non européens qui, eux, par exemple, en termes de revenus fonciers, sont dès le premier euro imposés à 37,2%. Donc, voilà les premiers éléments de l'analyse lorsqu'on décide de partir au Portugal. Et puis, on a des sujets qu'on va aller voir. Alors, on a l'impôt sur la fortune immobilière qu'on pourrait conserver en France. Alors, on va prendre un exemple. On va considérer qu'au 1er janvier 2023, vous étiez résident fiscal français avec un bien en France et un bien au Portugal. Vous deviez faire votre déclaration d'impôt sur la fortune sur la totalité du patrimoine français et portugais. Si votre bien français est votre résidence principale, vous aviez un abattement de 30%. Maintenant, vous partez au Portugal courant 2023. Donc, dans le cadre de la déclaration des revenus de 2023, vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune immobilière. Contrairement à ce qui se passait lorsque vous étiez résident fiscal français, lorsqu'on est non-résident, à l'IFI, on ne prend que les biens immobiliers français. Par contre, l'abattement que vous aviez de 30% pour votre résidence principale, il va disparaître puisque par définition, votre résidence principale en France devient une résidence secondaire. Donc, bien faire attention à ces mécanismes-là pour pouvoir vous poser toutes les questions. Il arrive, si les personnes ont uniquement des biens immobiliers français dont leur résidence principale, que leur IFI augmente. À valeur constante, leur IFI va augmenter de la perte de l'abattement de la résidence principale. Quand on parle de résidence principale, se pose la question aussi du régime des plus-values. En qualité de résident fiscal français, lorsque vous vendez votre résidence principale, vous êtes exonéré sur les plus-values. Vous le resterez, même en devenant résident fiscal portugais, si le bien est vendu dans les 12 mois suivant votre départ de France. Alors,
En pratique, il faut aussi savoir, parce que le marché est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'en 2023, que si vous mettez plus d'un an et vous démontrez que vous avez eu des difficultés, vous bénéficierez également de l'exonération sur les plus-values. Alors, l'IFI, on vient d'en parler, ça peut avoir un coût. Taxe d'habitation, ben, si votre résidence principale est devenue votre résidence secondaire, vous allez devoir payer en France une taxe d'habitation. Alors, je prends l'exemple de Paris ou des grandes agglomérations. Il se trouve que la taxe d'habitation pour les résidences secondaires avait un surcoût de 60% à Paris par rapport à la taxe d'habitation habituelle. Donc, il faut se dire que vous allez avoir un coût quand même exponentiel au niveau de la taxe d'habitation si vous conservez votre bien français et que vous l'utilisez. D'ailleurs, pour ça que on aime bien préconiser à nos clients de dire ça a un certain coût de conserver une résidence en France. Soit vous n'êtes pas dans les grandes agglomérations, donc avec des montants de taxes d'habitation réduits, sinon, il faut vraiment se poser la question de conserver un bien immobilier où vous n'allez résider, dans le meilleur des cas, que quelques mois par an. Autre sujet sur lequel il faut s'interroger, l'exit tax. Alors, l'exit tax, c'est quoi? Il s'agit de la taxation des plus-values latentes qui existent au moment de votre départ de France. Cette taxation, elle interviendra au moment où vous céderez les parts, mais on va figer une valeur lorsque vous quittez la France. Donc, le Portugal étant dans l'Union et au sein de l'Union, on ne peut pas créer de barrière à la libre circulation. On a un mécanisme particulier au niveau de l'exit tax. Vous allez vous retrouver à faire votre déclaration d'exit tax, pas avant de partir, mais dans le cadre de la déclaration de revenus de l'année où vous partez. Si vous partez en 2023, vous devrez faire votre déclaration d'exit tax au mois de mai ou juin 2024. Pour être redevable de l'exit tax, alors c'est plutôt facile, hein, il faut détenir soit une participation de 50% ou plus dans une société soumise à l'IS, qu'elle soit à prépondérance immobilière ou que ce soit une société commerciale, peu importe. Donc, dès que vous avez 50 ou 100% d'une société, vous y êtes. Et puis, autre possibilité, c'est quand votre participation dans une société est supérieure à 800 000 euros. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au mois de mai 2024? On va évaluer votre société et on va reprendre l'historique de vos titres. Est-ce que vous avez uniquement souscrit les titres au moment de la création de la société ou vous les avez rachetés? Et donc, on va calculer la plus-value que l'on va déclarer à l'administration fiscale et ce montant restera dans votre déclaration 2 ans ou 5 ans au niveau de l'impôt sur le revenu et de manière indéfinie au niveau des contributions sociales jusqu'à ce que vous reveniez en France ou que vous cédiez les titres. Donc, très important, l'exit tax, il est nécessaire de faire la déclaration en temps et en heure. Autre élément sur lequel il faut se poser des questions, c'est votre régime matrimonial. Aujourd'hui, si vous êtes résident fisco-français, on a une fiscalité, on a un régime matrimonial français qui s'applique. La question, et vous avez le droit de le faire, c'est de dire est-ce que vous allez opter pour un régime matrimonial portugais. Alors nous, ce qu'on préconise, c'est pas obligatoirement d'opter pour le régime portugais, mais c'est généralement de faire un testament pour bien écrire ce qui va se passer entre vos différents biens français ou portugais au regard de vos héritiers. Autre élément à prendre en considération, et nous, nos clients nous posent constamment la question, c'est le régime de la sécurité sociale française. Alors, c'est un peu particulier parce que le Portugal étant dans l'Union, on a des règles un peu privilégiées. On va commencer par les retraités. Les retraités, on a assisté à une réforme en 2019
qui disait tout simplement que si le retraité a cotisé plus de 15 ans en France à un régime de retraite, bon, 15 ans, généralement, on doit avoir effectivement souscrit à un régime pendant au moins 15 ans. Dans ce cadre-là, à la retraite, vous bénéficiez automatiquement de la sécurité sociale française. Vous allez être mis dans une caisse de retraite qui s'appelle la CNAREF, qui concerne les non-résidents, mais vous aurez le droit à l'ensemble de vos remboursements de sécurité sociale. Pour les non-retraités, le propre, c'est que vous ne pouvez pas bénéficier de la sécurité sociale française, sauf en cotisant au Portugal, ce qui va vous donner droit à, dans le cadre des échanges au sein de l'Union, à des remboursements lorsque vous vous soignez en France. Mais vous ne pouvez pas être automatiquement remboursé par la sécurité française, alors sauf à mentir et à ne pas les prévenir de votre départ de France, mais vous ne pouvez pas le faire. Enfin, dernier point sur lequel je voulais vous parler, c'est n'oubliez pas qu'en quittant la France, vous êtes encore soumis à des obligations. Et ça ne s'arrête pas le jour de votre départ de France. D'abord, il va falloir communiquer à l'administration fiscale le fait que vous déménagez, car quand vous partez en 2023, il va bien falloir souscrire une déclaration au titre de revenus 2023, et de surcroît, votre déclaration sera un peu atypique, puisqu'il faudra couper l'année en deux entre la première période résidents fiscaux français et la deuxième période résidents fiscaux portugais, donc non résidents fiscaux français. Il faudra donc souscrire une déclaration 2042 NR pour pouvoir après être transféré au centre des non-résidents. Autre question qui se pose, c'est la gestion du prélèvement à la source, car le prélèvement à la source est effectué par des caisses de retraite. Et donc, au moment où vous partez, quand vous devenez résident fiscal portugais, normalement, vos retraites ne sont plus imposables en France, mais les retraites ne cessent les prélèvements qu'à partir du moment où vous démontrez vraiment que vous êtes non-résident, ce qui va vous prendre quasiment 6 mois, parce que le Portugal ne va pas vous donner des documents immédiatement. On l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est un peu la croix et la bannière avec les caisses de retraite, sachant que l'administration fiscale va mettre entre 6 et 9 mois à vous rembourser le surplus. Donc, on vient de voir qu'il y avait une double déclaration. Il y a aussi pas mal d'autres effets, il faut se poser des questions. Mais voilà, ne pensez pas qu'en partant, tout va s'arrêter. Donc, au regard de la problématique qui était la nôtre aujourd'hui, je veux bien récapituler les points pour moi essentiels, dire vous avez quand même plutôt intérêt, si vous partez avant la fin de l'année, d'aller bénéficier du régime RNA. Et pour bénéficier de ce régime, je vous préconise de partir, ou du moins de vous organiser le plus tôt possible. Ne pensez pas arriver sur place le 31 décembre. À partir de là, vous aurez un régime de faveur qui n'existera plus au 1er janvier 2024. Et donc, vous serez devant une difficulté d'avoir un impôt souvent plus élevé au Portugal qu'en France, voire nettement plus élevé. Donc, il faut faire les calculs. Alors, je dis souvent de mes clients qu'ils ne partent jamais que pour des raisons fiscales, mais il peut avoir une raison fiscale. Si ça doit vous coûter plus cher, autant le savoir avant et ne pas avoir une surprise. Car je vois mes clients qui me disent la vie est moins chère. Oui, la vie est moins chère, mais si c'est pour avoir un mécanisme qui va vous coûter plus cher derrière en impôts, il faut pouvoir l'éviter. Donc voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous donne rendez-vous une prochaine fois avec le cabinet CBA.